l'association regroupe des diabétiques et qui s'occupe bénévolement d'aider les autres diabétiques, ainsi que, comme l'a dit la présidente tout à l'heure, de faire connaître le diabète à toute la population française qui vit en France, car le diabète est une maladie chronique, sournoise, mauvaise, et qui a surtout des complications très dangereuses. Les symptômes d'un diabète, la définition, c'est quand on a un taux de glycémie qui est trop élevé dans le sang, donc trop de glucose. Le glucose étant donné dans notre alimentation, les féculents ainsi que tout ce qui est sucre. Et cette trop grande quantité déclenche des hyperglycémies chez le diabétique qui va créer, lui, des complications au niveau du cœur, au niveau des AVC, des yeux, des reins. Et d'un autre côté, si on manque justement de glucose dans le sang, c'est des hypoglycémies et à ce moment-là, on risque le coma diabétique. Pour dépister le diabète, il n'y a pas 50 solutions, il n'y en a qu'une, c'est aller chez son médecin et se faire des prises et lui demander de faire des prises de sang. Les prises de sang étant au laboratoire. Avec d'autres associations de diabétiques en France, non, parce que nous sommes la plus forte représentation de diabétiques en France, la Fédération française des diabétiques. Le diabète est une maladie chronique qui ne se guérit pas donc, mais par la médecine et par la compréhension, du diabétique sur sa maladie, on peut très bien le stabiliser et vivre avec un diabète pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans. Un jeune enfant qui est diabétique de type 1, bien contrôlé, peut vivre octogénaire, nonagénaire, centenaire. Un diabète se stabilise très bien. Les médecins les plus avertis, ce sont les endocrinologues, diabétologues. Puisque le diabète, à l'origine, c'est un manque d'insuline, et donc l'insuline étant une hormone, ce sont les endocriniens qui s'occupent du diabète. Alors, adhérent de notre association AFD 2607, patient chronique, diabétique, professionnel de santé, cher public, cher docteur Pierre-Yves Benamou, bonsoir. Tout d'abord, je veux remercier la ville de La Voulte-sur-Rhône, donc le maire et ses adjoints, Madame Faure qui représente la mairie, le personnel technique, pour le prêt de cette salle qui nous permet d'écouter le professeur Benamou sur les avancées du pancréas artificiel. L'Association française des diabétiques est une association, loi de 1901, de patients diabétiques bénévoles, déclarée d'intérêt général et d'utilité publique, la seule pour le diabète sur le 2607 qui a deux missions: aider les diabétiques à gérer le mieux possible leur diabète, faire connaître le danger des complications du diabète à tout public, par des sensibilisations à la glycémie, par des animations partout où on nous le demande, par des ateliers, des conférences, et celle d'aujourd'hui animée par le professeur Pierre-Yves Benamou, endocrinologue du Centre hospitalier universitaire de Grenoble, directeur de recherche sur le pancréas. C'est avec plaisir que je lui laisse la parole pour éclairer notre lanterne sur les avancées de la technologie dans les soins aux diabétiques. Merci. Bonsoir à tous, merci d'être venus m'écouter, vous parler des innovations technologiques au service du traitement du patient qui présente un diabète de type 1 pour le moment, même si je pense qu'un certain nombre de ces innovations pourront également, dans un second temps, être également très utiles pour les patients atteints d'un diabète de type 2. L'ensemble de ces progrès thérapeutiques réside dans la mise au point de systèmes qui permettent de mesurer le taux de sucre dans le corps, non pas en piquant le bout du doigt, comme vous le faites probablement depuis plusieurs années, mais en insérant à l'intérieur de la peau, pour l'instant, un petit filament. C'est un filament dans les modèles actuels, mais ça pourra être plus tard une sorte de petite capsule de la taille d'un grain de riz. Et ce dispositif technologique qui est présent dans la peau permet de mesurer le taux de sucre en permanence. Quasiment chaque minute, il y a une mesure du taux de sucre. Et ça, ce sont les systèmes qui ont été mis au point il y a environ 15 ans, au tout début du siècle, en l'an 2000. Et leur mise au point progressive depuis 15 à 20 ans arrive actuellement à une génération de produits qui sont suffisamment performants, suffisamment précis et suffisamment ergonomiques, faciles à utiliser,
pour qu'ils nous permettent d'envisager un changement radical dans le traitement du diabète et dans la vision que l'on a de cette maladie. À l'heure actuelle, sur le marché commercial, il y a 3 types de dispositifs de capteurs de glucose correspondant à 3 fabricants différents. Il y a des capteurs qui sont, que vous pouvez voir ici, qui sont donc insérés dans la peau et qui envoient le résultat du taux de sucre tout seul, sans qu'on ait besoin d'intervenir, sur un petit appareil de la taille d'un téléphone portable. Et donc on peut savoir, sans avoir besoin d'y penser, le taux de sucre. Il y a même la possibilité d'émettre des alertes, des alarmes lorsque le taux de sucre est trop haut ou trop bas. Ça, c'est donc un premier dispositif. Il y a également un autre dispositif où le taux de sucre n'est pas envoyé sur un récepteur indépendant, mais le résultat est envoyé sur une pompe à insuline. Et ça, c'est intéressant parce qu'en fonction du taux qui est mesuré, eh bien, la pompe va pouvoir s'arrêter s'il y a une hypoglycémie. On va le voir tout de suite. Et puis, il y a une 3e génération qui a fait beaucoup parler d'elle depuis quelques mois. C'est une génération de capteurs où le taux de sucre est mémorisé dans le capteur, dans la petite puce qui est collée sur la peau. Mais pour connaître le résultat, il faut prendre un appareil et le passer sur le bras de manière à savoir à combien est sa glycémie. Donc cette 3e génération est à la fois très innovante, très révolutionnaire, mais ne permet pas de générer automatiquement des alertes lorsqu'on est à risque ou non de faire des hypoglycémies. Donc c'est ces 3 appareils qui sont arrivés sur le marché il y a au cours des 15 dernières années. Alors, pourquoi est-ce que ces capteurs sont intéressants ? Eh bien, parce qu'il est désormais prouvé que lorsqu'on utilise ces capteurs, le premier avantage, c'est qu'on fait baisser le taux d'hémoglobine glyquée, ou hémoglobine glycosylée, que vous connaissez, l'HbA1c. Toutes les études qui ont été faites au cours des dernières années ont abouti à la même conclusion, c'est que lorsque ce capteur est utilisé, lorsqu'il est utilisé à bon escient par le patient, lorsqu'il sait se servir de l'information qui est affichée sur le capteur, il arrive à faire baisser sa glycémie. Ça, c'est le premier grand intérêt des capteurs. Le deuxième grand intérêt, c'est que lorsqu'on utilise le capteur, eh bien, le temps que l'on passe en hypoglycémie, il y a des hypoglycémies qu'on ressent, vous le savez, mais il y a aussi des hypoglycémies qu'on ne ressent pas. On peut rester plusieurs minutes, notamment parfois pendant la nuit, en hypoglycémie sans qu'on sache qu'on est en hypo. Eh bien, avec ces dispositifs de capteurs, toutes les études, vous voyez, là j'ai listé 5 ou 6 études, 7 même, qui ont montré que le temps passé en hypo était plus faible. Donc le capteur nous permet de prévenir les hypoglycémies. Donc c'est les 2 avantages principaux. Ces capteurs, je vous ai dit, ils peuvent envoyer le résultat sur un petit récepteur, ou bien ils peuvent envoyer le résultat sur une pompe à insuline. Alors, c'est la première génération de pompes à insuline couplées à un capteur est apparue sur le marché en France, d'ailleurs avant même le marché américain, est apparue sur le marché il y a environ 6 ans. C'est une pompe à insuline, donc vous savez, ça délivre de l'insuline dans la peau en continu. Eh bien, l'intérêt du capteur, c'est que lorsque la glycémie descend, le capteur va se rendre compte que la glycémie est en train de baisser. Lorsque la glycémie arrive à un niveau qui est trop bas, à un seuil que l'on peut régler soi-même, lorsque la glycémie est trop basse, eh bien, le capteur va donc signaler ça à la pompe et la pompe à insuline va émettre une alarme. Soit le patient est conscient de cette hypoglycémie et il fait ce qu'il y a lieu de faire pour corriger l'hypoglycémie, soit il ne s'est pas rendu compte qu'il était en hypo, et à ce moment-là, la pompe, eh bien, en quelques secondes, va décider de s'arrêter. Boum, elle s'arrête, et elle s'arrête pour une durée qui peut aller jusqu'à 2 heures. Pourquoi 2 heures ? Parce qu'on s'est rendu compte que c'était le temps nécessaire, c'était le meilleur compromis pour que, pendant ce temps-là, la glycémie ait eu le temps de remonter sans que le patient manque d'insuline, parce qu'au-delà de 2 heures, par contre, il y aurait un manque d'insuline. D'accord ? Eh bien, ces dispositifs d'arrêt de pompe automatique, lorsqu'on est en hypo, ont vraiment permis de réduire le risque de faire des hypoglycémies graves. Ce qu'on appelle une hypoglycémie sévère ou une hypoglycémie grave, c'est lorsque on n'est pas capable de se resucrer tout seul, lorsqu'on a besoin de son conjoint, par exemple, pour prendre du sucre ou du glucagon. C'est ça une hypoglycémie sévère. Eh bien, grâce à ces dispositifs, eh bien, il y a beaucoup moins d'hypoglycémie sévère. Donc ça nous a effectivement changé la donne depuis 4 ou 5 ans.
Alors, l'autre innovation, je vais passer sur cette image. Donc là, c'est un exemple. On a un patient qui avait un capteur de glucose. Donc, chacune de ces courbes, ça représente le taux de sucre sur une journée. Donc là, il y a à peu près une semaine de mesure. Et on voit qu'il y a des grandes variations de ces glycémies. Et puis, il y a des moments où il passe en hypoglycémie, là, en rouge. Toutes ces zones en rouge, c'est les moments où il passe en hypoglycémie. Donc, on lui a appris à se servir du dispositif. Et puis, 15 jours après, on voit qu'il y a beaucoup moins d'hypoglycémie. Mais par contre, il y a des pics de glycémie, des pics hyperglycémiques, parce qu'on n'avait pas encore trouvé les bons réglages. Donc, on l'a encore revu. Et puis, à nouveau, un mois après, on est revenu à une moyenne de glycémie qui est beaucoup plus satisfaisante, à part ce petit pic là après le déjeuner. Mais surtout, il n'y a quasiment plus d'hypoglycémie. Il n'y en a plus qu'une seule ici qu'on peut noter. Par rapport à là, il y en a beaucoup moins. Donc ça, c'est une illustration pour un patient qu'en l'espace de un mois et demi, on avait trouvé les bons réglages et surtout, on lui avait permis de faire beaucoup moins d'hypo. Ça, c'était la première génération. Et puis la deuxième génération, elle est apparue en France il y a environ 1 an et demi. C'est un modèle, c'est une nouvelle génération de pompes où le capteur va détecter l'hypoglycémie, non pas lorsqu'on est déjà en hypo, mais avant. Le capteur va prédire, d'après la pente descendante de la glycémie, que si on ne fait rien, on va aller effectivement dans les choux, si j'ose dire, en hypoglycémie. Et donc, juste avant, la pompe va s'arrêter en prédiction d'une future hypoglycémie. C'est une sorte de parachute qui s'ouvre avant que l'on touche le sol. Le parachute va s'ouvrir et on voit effectivement que si on ne fait rien, la glycémie continue à chuter. Et si on met ce système en route, eh bien la glycémie qui commence à descendre eh bien, va vite s'arrêter de descendre et elle va même remonter. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'arrêt de pompe prédictif, avant même que l'hypo arrive. Donc on anticipe en quelque sorte. Et ça, c'est également extrêmement efficace, c'est même plus efficace que ce qu'on avait avec la précédente génération. Et puis vous allez me dire, bon c'est très bien tout ça, mais si je ne veux pas d'une pompe à insuline, est-ce que c'est utile d'avoir un capteur de glucose? La réponse est oui, mais on le sait seulement depuis 1 an à peu près. Ça fait à peu près 1 an qu'on a montré, avec des études faites chez des patients qui n'avaient pas de pompe, mais qui se piquaient avec des stylos à insuline, que le fait d'utiliser un capteur qui mesure tout le temps la glycémie permettait de réduire la fréquence des hypoglycémies, tout en améliorant l'hémoglobine glyquée de l'ordre de 1% contre 0,4% lorsqu'on n'avait pas de capteur. Donc on gagne sur les deux tableaux, à la fois sur l'hémoglobine glyquée et sur l'hypoglycémie. Et ça a été montré aussi bien avec le capteur qui envoie des alertes, qui vous prévient qu'il y a une hypo ou qu'il y a une hyper, qu'avec le système Freestyle, que vous connaissez puisque c'est le seul qui a obtenu le remboursement en France. Eh bien, les études qui ont été faites chez le diabétique de type 1, d'une part, ont montré que le fait de se scanner souvent avec cet appareil permet de réduire le risque de faire une hypo. Ça a été montré également chez le diabétique de type 2 d'ailleurs. Donc dans les deux situations de diabète, les deux études qui sont sorties en 2016 ont montré que l'on faisait à peu près moitié moins, 50% de moins d'hypoglycémie que par rapport aux patients qui n'utilisaient pas ce type de capteur. Donc, toutes les études sont allées dans le même sens, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ce type de capteur, en tout cas celui-ci, le Freestyle, a obtenu son remboursement, parce que le bénéfice pour le patient et pour la société est tout à fait visible et tout à fait palpable. Bien. Alors, j'attire quand même votre attention sur le fait que dans ces deux études, les patients se mesuraient la glycémie, se scannaient le capteur posé sur le bras relativement fréquemment. Ici, ces diabétiques de type 2 se scannaient en moyenne 8 fois par jour. Et ici, ces patients diabétiques de type 1 se scannaient en moyenne 15 fois par jour. Ça veut dire que lorsqu'on s'investit, lorsqu'on surveille de près la fluctuation de sa glycémie, eh bien, on est payé en retour avec un meilleur contrôle. C'est un peu comme quand on conduit une voiture. Si on est vigilant, si on regarde régulièrement le compteur de vitesse, eh bien, peut-être qu'on a un petit peu moins de risque, bon, d'une part d'avoir un accident et d'autre part de se faire flasher
selon ce qui nous préoccupe. Bien. Alors justement, en termes de fréquence de mesure, je vous rappelle que lorsque on mesure sa glycémie avec le doigt, méthode classique, cette courbe elle est très intéressante parce qu'elle montre que plus on mesure souvent sa glycémie, plus l'HbA1c est basse. Mais ça avait été montré dans des anciennes études, lorsque on avait montré que si on mesurait 1 à 2 fois par jour sa glycémie, eh bien on avait un moins bon contrôle que lorsqu'on mesurait sa glycémie 3, 4, 5, voire même 6 fois par jour. Le problème, c'est qu'il y a une limite au nombre de tests que l'on peut faire. Au bout de 3 ou 4 fois par jour, au-delà, ça commence à être contraignant. 6, je vois quelques patients qui se font 6 contrôles par jour. Au-delà, c'est particulièrement contraignant. L'intérêt des capteurs, c'est que, comme on n'a plus besoin de piquer le bout du doigt, eh bien, on peut se scanner beaucoup plus facilement et plus souvent. Eh bien, cette fameuse courbe qui montre que quand on fait ce contrôle souvent, l'HbA1c diminue, elle l'est retrouvée également avec le capteur Freestyle, puisque ici, on voit qu'on continue à améliorer son HbA1c lorsque l'on scanne souvent, même s'il y a un plateau qui s'installe au-delà de 20 contrôles. Je vous dis tout à l'heure, les gens qui se scannent à peu près 15 fois par jour, ça marche déjà très très bien. Voilà. Alors ça, c'est ce qui a été observé pour ce qui est de l'hémoglobine glyquée. Et on observe exactement le même type d'amélioration en se scannant souvent. Ici, c'est la fréquence des hypoglycémies. Donc, plus on se scanne souvent, moins on fait d'hypoglycémie. Voilà. Je pense que là, le message est clair et net. Il est observé par tout le monde, par les scientifiques, les médecins, les patients. C'est quelque chose de désormais bien établi, bien prouvé. Ce qui fait que aujourd'hui, on a 2 types de matériel qui peuvent convenir à 2 types de patients. Le premier type de matériel, c'est le système que j'appelle donc le freestyle libre, celui qui est pris en charge depuis le 1er juin en France. Ce système qui nécessite d'aller chercher sa glycémie avec l'appareil, donc la chercher en se scannant le capteur posé sur le bras. Ce système convient chez la majorité des patients. Si la problématique du patient est celle d'hypoglycémie très fréquente, qu'il redoute, dont il a peur, avec des hypoglycémies qui sont mal ressenties, et bien dans ces cas-là, ce système n'est peut-être pas forcément le plus adapté parce que je vous ai bien dit qu'il n'émet pas d'alarme. Il ne donne la glycémie que si on veut la voir, si on veut si on veut la constater. Si on ne va pas la chercher, on ne l'aura pas. Dans ces cas-là, il vaut mieux utiliser les autres types de capteurs dont je vous ai parlé, qui sont proposés par d'autres fabricants, qui, eux, émettent des alarmes et qui envoient le résultat soit sur un petit boîtier indépendant, soit sur une montre. Il y a des montres connectées maintenant qui peuvent recevoir les résultats. Soit sur une pompe à insuline, soit même, c'est même l'innovation la plus récente, sur un téléphone portable. Et on a maintenant des parents dont l'enfant est diabétique qui peuvent être alertés de la glycémie de leurs enfants directement sur leur téléphone, puisque le système envoie les résultats dans le monde entier, si on veut, puisque ça passe par Internet. Alors, c'est une diapositive qui est peut-être un peu complexe, il y a de la couleur de partout, mais ce n'est pas ça qui est important. Je voulais simplement vous faire toucher du doigt le fait que, lorsque l'on mesure sa glycémie avec ce type de dispositif, l'écran affiche 3 types d'informations. Le taux de sucre, la courbe qui vous montre l'historique depuis quelques heures, ici en l'occurrence les 8 dernières heures. Mais surtout, il y a une grande innovation sur ces capteurs, c'est que ça vous affiche une flèche qui vous donne la tendance. C'est un peu comme le cours de la bourse, sauf que là, ce n'est pas le cours de la bourse, c'est beaucoup plus sérieux, c'est beaucoup plus grave, c'est votre glycémie. Et donc cette tendance, elle peut être à la hausse, et là, contrairement à la bourse, ce n'est pas très très bon que ça soit à la hausse. Ça peut être à la baisse, et là, c'est non plus pas forcément très très bon, parce que si ça baisse trop, c'est pas bon. L'idéal, c'est que ce soit en plateau. Donc il y a 3 types de flèches, ça monte, ça descend ou c'est horizontal. Et ça, cette flèche de tendance,
c'est une flèche qui est valide sur la demi-heure qui vient. Donc imaginez effectivement que vous avez un appareil qui vous permet de savoir à peu près comment ça va se passer dans la demi-heure ou l'heure qui va arriver. Ça peut être particulièrement utile lorsqu'on a des réunions, lorsqu'on a des fêtes, lorsqu'on a des manifestations où on aimerait bien être tranquille avec son diabète. Eh bien, désormais, le fait d'avoir cette flèche est même plus important que le fait d'avoir le chiffre, parce que ça va nous permettre de moduler le traitement que l'on va prendre, qu'il s'agisse d'un médicament antidiabétique ou bien d'une dose d'insuline. Et bien, en fonction de la flèche, on modulera sa dose, et ça, c'est particulièrement important. Donc ça, il faut du coup se former, il faut apprendre à interpréter de façon la plus judicieuse possible le résultat. Donc j'ai maintenant terminé la première partie de ce que je voulais vous dire sur l'intérêt général des capteurs de glucose, et c'est particulièrement important que je vous ai délivré ces messages parce qu'il se trouve que c'est des technologies qui sont d'ores et déjà sur le marché et qui plus est d'ores et déjà pris en charge par la sécurité sociale, en tout cas pour au moins un des modèles de capteurs. Et pour ce qui est des pompes, c'est pris en charge également. La deuxième partie de ce que je voulais vous dire aujourd'hui porte sur l'adaptation, l'exploitation de cette technologie pour la mise au point de ce qu'on appelle un pancréas artificiel. Pancréas artificiel, eh bien, c'est comme pour tout ce qui est organe artificiel. Lorsque on parle de rein artificiel, le rein ne marche pas, on utilise une machine qui va faire la fonction du rein, c'est la machine de rein artificiel. Lorsque le cœur ne marche pas, eh bien, vous savez qu'en attendant une greffe, on peut éventuellement utiliser un corps artificiel. Bon, c'est heureusement relativement exceptionnel comme indication. Et le pancréas, lorsqu'il ne marche pas, lorsqu'on a besoin d'insuline, eh bien, on va essayer de le remplacer par une machine qui va faire la même chose que ce que fait le pancréas. Et que fait le pancréas qui marche bien ? Un pancréas en bonne santé, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe son temps à mesurer le taux de sucre qui passe dans le sang, à analyser ce taux de sucre, à prédire où il va et à libérer de l'insuline en fonction de ce taux de sucre. C'est ça que fait un pancréas naturel. Eh bien, un pancréas artificiel, il doit faire exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il doit mesurer le taux de glucose. Tout va bien. Je vous fais un petit coucou. Mesurer le taux de glucose. À ce moment-là, prédire, d'après le passé, on va prédire l'avenir, comme toujours dans la vie. On regarde ce qui s'est passé derrière et on essaie d'anticiper et de dire où est-ce que l'on va. C'est des prévisions météorologiques en quelque sorte. Et on a des modèles mathématiques. On a des modèles mathématiques qui nous permettent d'évaluer assez précisément où va aller la glycémie dans les 3 heures qui viennent. Au-delà, on n'est pas très au point, mais 3 heures, c'est déjà pas mal. Ça nous permet de prendre des décisions assez valides. Et en fonction de cette prédiction, soit la glycémie va aller à un endroit qui nous satisfait, dans ces cas-là, on laisse faire. Soit la glycémie va aller à un niveau qui ne nous satisfait pas. Et bien à ce moment-là, un mini-ordinateur, donc une puissance de calcul qui peut être hébergée dans un téléphone portable ou dans une pompe, va déterminer la bonne dose d'insuline à faire pour empêcher la glycémie d'aller au mauvais endroit. C'est ça que fait un pancréas artificiel. Donc vous avez compris qu'un pancréas artificiel a besoin de 3 composantes. Un capteur qui mesure la glycémie, une pompe qui fait l'action de donner l'insuline et une intelligence artificielle qui peut être effectivement un mini-ordinateur, un calculateur de poche. Bien. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Là où il y a une pompe, là il y a un capteur, et là il y a un mini-ordinateur. Et ce mini-ordinateur, vous le reconnaissez, c'est un téléphone portable, tout simplement. Alors, comme en plus c'est un téléphone portable, qu'est-ce qu'il sait faire ? Il sait téléphoner. Donc, il peut tout à fait téléphoner automatiquement les résultats, les envoyer sur un serveur Internet. Et s'il les envoie sur un serveur Internet, on peut les consulter, donc on peut les surveiller, donc on peut prendre des nouvelles automatiquement de patients qui utilisent un pancréas artificiel et intervenir si jamais les choses vont mal. Donc c'est quelque chose qui vous paraît peut-être futuriste, mais c'est quelque chose qui existe, qui est opérationnel, qui est en train d'être testé,
mais les résultats que l'on obtient dans le monde entier sont tous excellents. Excusez-moi, j'ai oublié de couper mon téléphone portable. Je vous rassure, c'est pas mon pancréas artificiel, ça. Et c'était pas voulu. Donc, le matériel... Alors, le pancréas artificiel auquel je participe actuellement, je contribue au développement d'un pancréas artificiel qui s'appelle Diabeloop. Pourquoi est-ce qu'on l'a appelé Diabeloop ? Parce qu'on veut effectivement le diffuser dans le monde entier. Quand on veut diffuser quelque chose dans le monde entier, il faut autant que possible avoir un nom qui passe un peu partout. Le début, le diabé, ça veut dire bien sûr le diabète. Loop, ça veut dire une boucle. C'est une boucle parce que c'est une boucle fermée. On a le glucose, on a l'insuline et on ferme la boucle avec l'intelligence artificielle qu'il y a derrière. Et donc vous voyez, ce que vous voyez ici, ça c'est le capteur. En fait, c'est un abus de langage, c'est le capteur plus l'émetteur, parce qu'il faut... Le capteur lui-même, c'est tout petit, hein, c'est un petit filament, mais il faut qu'il y ait par-dessus un émetteur radio, quelque chose qui envoie la glycémie quelque part. Donc en fait, ça, c'est l'émetteur, et on espère que dans les années qui viennent, ces émetteurs seront de plus en plus petits et de plus en plus autonomes, parce que là, il y a des piles, donc il faut les changer tous les quelques mois. Donc ça, c'est un émetteur. Ça, c'est une pompe. C'est une pompe à insuline qui est toute petite, dont le réservoir est ici et qui envoie l'insuline par l'intermédiaire de petits cathéters, d'accord ? Et ça, c'est un téléphone portable. Et sur le téléphone portable, eh bien, le patient voit ce que le soignant peut voir également, lui, sur Internet. C'est-à-dire qu'il voit le taux de sucre qui fluctue ici en vert, et il voit également la dose d'insuline qui est délivrée automatiquement par la pompe. Donc, il voit ce que son pancréas artificiel fait. Au début, il peut être tenté d'intervenir, de dire « je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a décidé », mais très vite, il va se rendre compte que l'intelligence artificielle est peut-être plus intelligente que la sienne, et donc généralement, les patients laissent faire parce que ça marche très bien. Alors, ça c'est une génération qu'on a testé. Ce que je vous ai montré, c'est ce qu'on a testé au cours des derniers mois, et dans la version que l'on espère mettre sur le marché dans un an, fin 2018, eh bien, on fait appel à un autre modèle de pompe dont je vous ai montré ici la représentation. Donc, c'est des pompes patch. Patch, ça veut dire qu'elles sont collées sur la peau. Elles font la taille d'un petit briquet, avec ici le cathéter qui vous permet de délivrer l'insuline sous la peau. Et donc ça, c'est la télécommande de la pompe. Voilà, ce que je voulais vous dire, ça c'est l'écran. J'ai grossi l'écran que l'on peut voir, l'écran de contrôle. Donc comme je vous le disais, vous avez ici en vert les fluctuations de la glycémie, d'accord ? Et puis vous avez ici en bleu l'évolution de la dose d'insuline. Donc ce que ça vous fait toucher du doigt, c'est qu'un pancréas artificiel va délivrer de l'insuline de façon fluctuante dans le temps. Toutes les 5 minutes, il y a un ordre, une commande de dose d'insuline qui est faite, et cette commande peut monter, descendre, et ça vous donne ce genre de fluctuation. Donc c'est un petit peu comme si on conduisait une voiture et que l'on donnait en permanence des coups de volant pour essayer de garder le cap. Alors, peut-être que la voiture, ce n'est pas l'idéal, parce que de nos jours, les voitures, on essaie au contraire de les faire aller le plus souplement possible, tout droit, ou prendre des virages bien souples. Peut-être que l'image d'un bateau en mer déchaînée, et quelquefois le diabète, c'est un peu comme une mer déchaînée, parce que la glycémie va tellement dans tous les sens qu'on n'y comprend plus rien, on est désespéré en général, et on est brinque-ballé entre l'hyperglycémie, l'hypoglycémie. C'est peut-être une image qui est pas si mauvaise que ça. Eh bien, le pancréas artificiel, c'est quelque chose qui vous permet de tenir le gouvernail, de tenir la barre, et de permettre au bateau de continuer à aller, malgré tout droit. Voilà. Et donc, c'est toutes ces fluctuations que vous voyez ici. Et puis, ce que vous voyez aussi sur le graphique, c'est ces grandes barres ici vert kaki. Eh bien, ce sont les repas. Parce que, en fait, tout à l'heure, j'ai fait allusion à la comparaison avec la météo. La météo, on parle de perturbation. En météo, une perturbation, c'est une dépression, c'est un orage qui va arriver, c'est un coup de vent. Eh bien, en diabétologie, en pancréas artificiel, une perturbation, il y a 2 types de perturbations. C'est le repas et c'est l'activité physique.
Parce que s'il n'y avait pas de repas et s'il n'y avait pas d'activité physique, eh bien la glycémie serait relativement stable. D'accord ? Mais c'est au moment où on mange qu'on craint que ça monte dans les hautes cimes, et c'est au moment où on va faire les courses ou faire une randonnée en montagne ou simplement passer l'aspirateur que l'on a peur qu'à l'inverse la glycémie chute. Donc c'est les deux types de perturbations qu'il va falloir gérer. Gérer, ça veut dire qu'il faut quelque part informer le système. On aimerait bien que ça se fasse automatiquement. Je vous rassure, je pense qu'un jour ça va se faire automatiquement, on y travaille tous. Pour l'instant, le mini-ordinateur qu'il y a dans le téléphone, lorsque la glycémie monte, il ne sait pas si elle monte parce qu'il y a besoin de mettre un peu plus d'insuline parce que c'est le moment où la glycémie fluctuait, ou bien si elle monte parce que le patient a mangé. Et la situation, la conséquence n'est pas la même, parce que s'il a mangé, si on dit très précisément qu'il a mangé 80 grammes de sucre, parce que 80 grammes de sucre, il a mangé un bon sandwich avec un dessert, ça fait 80 grammes à peu près, eh bien on sait qu'il y a besoin de 8 ou 9 unités d'insuline. Donc autant, si on dit au système qu'il y a eu ces 80 grammes de sucre, autant le dire dès le début, parce que les 8 unités, on va les préparer, on va les administrer tout de suite. Si on attend que la glycémie monte déjà trop, c'est déjà trop tard. Donc, pour l'instant, ces systèmes de pancréas artificiels sont semi-automatiques, à savoir qu'on demande au patient d'annoncer au système qu'il va manger. Alors vous allez me dire, c'est pas très très commode. S'il faut en plus calculer la quantité de glucides, je vous rassure, on n'a pas besoin de calculer les quantités de glucides. Tout ce qu'il faut faire, c'est dire « je vais manger ». Et il faut dire « je vais manger comme d'habitude ». Ça veut dire qu'au départ, on aura fait un réglage où on aura dit à peu près nos habitudes alimentaires pour le repas du matin, pour le repas de midi, pour le repas du soir. Donc on va dire « je vais manger comme d'habitude ». Ou bien, on va régler un curseur sur le téléphone. Maintenant, on a tous l'habitude avec un smartphone d'appuyer sur 2 ou 3 touches. On va régler un curseur, on va dire « je vais manger un repas beaucoup plus léger » ou « je vais manger un repas beaucoup plus riche que d'habitude ». Ça suffit entièrement. Le reste, l'ordinateur se débrouille pour calculer la bonne dose. Et l'ordinateur va envoyer la quantité d'insuline qu'il faut parce qu'on lui a dit qu'il y avait un repas. Vous allez me dire, mais on fait confiance ? Il peut envoyer 10, 12, 15 unités ? On peut faire confiance. La dose qu'il a calculée est la bonne dose. Bon, bien sûr, on a mis des garde-fous. Le bolus dose va être administré en plusieurs fois parce qu'on va s'assurer que la glycémie prend le chemin qu'on avait prédit qu'elle allait prendre. Mais après, avec ces précautions, ça marche. Et même chose pour l'activité physique. Alors, dans cette première génération, l'activité physique, il faut qu'on annonce une activité qui est programmée. Généralement, une activité programmée, c'est effectivement une course en vélo, une randonnée en montagne ou quelque chose, un sport. On l'annonce parce qu'on a prévu de le faire. Et si on l'annonce au moins 3/4 d'heure avant, c'est bien. C'est sûr que plus tôt on l'annonce, mieux c'est. Dans la génération de pancréas artificiels sur laquelle on travaille, eh bien, on espère qu'on n'aura plus besoin d'annoncer une activité physique. Pourquoi est-ce qu'on n'aura plus besoin ? Parce que vous savez, pour ceux d'entre vous qui utilisent des smartphones comme celui qui vient de sonner dans ma poche, en fait, dans ces téléphones, il y a des puces qui sont sensibles au mouvement. Il y a les puces GPS déjà qui permettent de vous localiser par rapport au satellite GPS. Et puis, il y a également des puces qui détectent le mouvement. Et on peut exploiter ces outils technologiques dans nos téléphones pour déceler si le patient est en train de faire un exercice ou non. Donc on est en mesure dès maintenant de déceler l'intensité d'une activité physique automatiquement sans qu'on ait besoin de le déclarer. Donc on a très très bon espoir qu'il n'y ait plus besoin à l'avenir d'annoncer au système que l'on fait une activité. Et je n'ai pas dit, même chose pour les repas, on a bon espoir de trouver des outils mathématiques qui nous permettront de déceler qu'il y a un repas qui est en train d'être pris ou non. Voilà. Donc, je vous ai bien détaillé ce qu'il y avait sur l'écran du smartphone. Et maintenant, je vais vous dire où est-ce qu'on en est avec les résultats. J'ai bientôt terminé. On a donc une étude, donc un projet qui se fait actuellement sur toute la France, qui a démarré en 2011, qui implique environ une dizaine de centres de recherche de CHU français, qui implique un promoteur qui est basé à côté de Paris qui s'appelle le CERID.
qui implique des ingénieurs. Je ne vais pas actualiser la diapositive. Au départ, il y en avait 6 ou 7. Après, il y en a eu 12. Maintenant, il y en a 18. Des ingénieurs qui travaillent dans un laboratoire de recherche qui se trouve à Grenoble, au CEA Leti. Et bien sûr, il y a des partenaires industriels avec qui on a fait affaire pour qu'ils nous fournissent une pompe et un capteur. Donc ça, on a des dispositifs qui sont déjà labellisés, autorisés à être mis sur le marché. On n'a pas voulu se lancer nous-mêmes dans la conception de la pompe et dans la conception du capteur. Nous, on s'est lancé dans la conception de l'intelligence artificielle qu'il y avait derrière. Et donc c'est ça qu'on a essayé de mettre au point. Et je vous dis, on a commencé en 2011. Les premières années, il a fallu comprendre comment marchait un organisme, un patient, comment ça marchait, les fluctuations de la glycémie, comment marchaient les fluctuations des taux d'insuline. Et puis après, on a mis au point des premiers outils qu'on a testés sur quelques heures à l'hôpital, 3 heures, 4 heures, puis après 1 nuit, 2 nuits. Et on s'est lancé en dehors de l'hôpital il y a à peu près 1 an. Il y a à peu près 1 an, on a commencé à faire une première étude qui avait duré 3 jours et 3 nuits. Et cette étude qui durait 3 jours et 3 nuits, elle était assez originale parce qu'il y avait une partie des patients à qui on avait demandé de faire des repas au restaurant. C'était sympathique parce qu'on les accompagnait au restaurant, on allait manger avec eux. Et on s'est dit, voilà, repas au restaurant, c'est, en termes météorologiques, c'est une vraie provocation. C'est une vraie provocation. En plus, on avait prévu un repas dans un restaurant japonais, un repas dans un restaurant italien, avec pizza, etc. Puis un restaurant dans un restaurant gastronomique français. Donc on a vu trois types de restaurants dans l'ordre. Et ce qui devait se passer, s'est passé, à savoir que les patients qui ont gardé leur traitement habituel, on a pris les patients qui avaient leur traitement habituel, on a regardé la nuit qui a suivi le repas, on a regardé le temps qu'ils ont passé avec une bonne glycémie. Une bonne glycémie, on avait mis la cible entre 0,80 et 1,40. D'accord ? Eh bien, les patients avec leur traitement habituel, ils ont passé 26% du temps dans la bonne cible. Ça veut dire que le reste du temps, ils étaient soit trop haut, soit trop bas, soit surtout trop haut. D'accord ? Et les patients qui ont utilisé notre système, eh bien, ils ont passé 62% du temps dans la bonne cible. C'est-à-dire qu'ils ont passé 3 fois plus de temps avec une bonne glycémie, alors même qu'ils étaient allés dans un restaurant et qu'ils s'étaient couchés, ils étaient allés se coucher à 23h après avoir eu un repas inhabituellement riche. Eh bien, le système a permis de très vite les réguler et de leur permettre de continuer la nuit avec des bonnes valeurs. Bien. Donc ça, on a fait ça l'été 2016. On est très contents. Et on a décidé donc de mettre en place, c'est ce qui se voit sur cette courbe. En gros, ça c'est 24 heures de glycémie sur tous nos patients. En blanc, c'est la variation des glycémies avec le traitement habituel. Et en gris foncé, c'est la variation des glycémies avec le traitement expérimental. Et donc on voit que la glycémie ici est plus basse, donc plus proche de la normale, et surtout plus étroite, donc moins variable, surtout la nuit, par rapport au groupe témoin. Et on a donc continué avec une étude qui est en cours, qui n'est pas encore finie, une étude qui se fait sur toute la France et qui se fait sur 6 mois. 6 mois, donc il y a une 60aine de patients répartis sur toute la France qui, depuis le mois de mai dernier, ont accepté de passer dans un ordre tiré de façon aléatoire, 3 mois avec le traitement expérimental, avec Diabeloop, puis 3 mois avec leur traitement habituel, ou bien l'inverse, 3 mois d'abord avec leur traitement habituel, puis 3 mois avec le traitement expérimental. Donc ils croisent 3 mois, 3 mois. Donc 6 mois au total. Et on va comparer, à l'arrivée, au terme des 6 mois, on va comparer le résultat obtenu avec un traitement conventionnel et le résultat obtenu avec un traitement de pancréas artificiel. Donc cette étude qui a démarré au mois de mai ne se terminera que fin novembre, début décembre, donc 6 mois de traitement, mais on a déjà terminé la moitié. C'est-à-dire qu'il y a déjà la première partie, les 3 premiers mois ont déjà été faits, et donc on avait le droit, au bout de 3 mois, de regarder ce qui s'est passé. Donc la moitié des patients ont eu un traitement standard, et l'autre moitié ont eu le pancréas artificiel. Ce que je peux vous dire, c'est que là, vous voyez l'exemple d'un patient sur 2 jours de suite avec des glycémies qui sont relativement satisfaisantes.
Il y a eu des fluctuations très souples et un algorithme, ici en orange, qui a très bien régulé la dose d'insuline. Donc là, c'est un exemple de patient qui a bien marché. Vous voyez ici la moyenne des glycémies la première semaine avec le système Diabeloop. Ça, c'était au tout début. Et ça, c'est à la fin des 3 mois. Je n'ai pas besoin de faire d'analyse statistique pour vous dire que ici, c'est beaucoup plus haut et beaucoup plus fluctuant, beaucoup plus variable que là où la glycémie est beaucoup plus stable et beaucoup moins variable. Donc, il y a eu une amélioration très nette sur ces 3 mois. Et quand on regarde ici, c'est également un autre exemple de patient qui a eu des bons résultats. Là aussi, un patient que j'ai eu l'occasion de suivre, vous voyez, il a passé 83% du temps dans la bonne cible. 83%, et quasiment pas d'hypoglycémie. À moins de 0,60, 0,18%, donc des chiffres là d'hypoglycémie. Donc l'ensemble des résultats chez ce patient sur 3 mois est absolument remarquable. Et quand on regarde les statistiques qui valent ce qu'elles valent, puisqu'on n'a que 3 mois de recul, ici vous avez le traitement en boucle ouverte, donc en traitement conventionnel, et ici en traitement expérimental. En traitement conventionnel, 43% du temps dans la bonne cible. En traitement expérimental, 69% du temps dans la bonne cible. Et pour ce qui est des hypos, on a ici 3,9% d'hypoglycémie en traitement conventionnel et 1,8% en traitement expérimental. Donc moins d'hypoglycémie et plus de glycémie satisfaisante sur cette étude. Alors où est-ce qu'on va ? Je vous ai quasiment tout montré. À la fin de cette étude qui surviendra là au moment des fêtes, là en décembre, on va enchaîner sur une étude pédiatrique. Donc on va essayer de valider le système chez des jeunes enfants pour confirmer nos résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent chez l'adulte. Et puis, juste après, donc probablement avant ou après l'été prochain, l'été 2018, on va enchaîner sur la dernière grande étude dont on a besoin pour obtenir le remboursement du système. Celle qui est en cours en ce moment, celle dont je vais donner les résultats sur 3 mois et dont les résultats sont bons. Cette étude est en train d'être compilée dans un dossier qu'on va déposer dans une agence européenne pour obtenir ce qu'on appelle le marquage CE. Marquage CE, c'est ce qui nous permet de commercialiser un système. Donc on a bon espoir que ce système pourra être commercialisé à la fin de l'année prochaine. Mais vous savez qu'on peut tout à fait commercialiser un système sans forcément avoir le remboursement. Donc on pense que l'an prochain, le système sera sur le marché, mais il ne sera pas encore remboursé. Et ça, il n'est pas question d'en rester là. Donc pour qu'il soit remboursé, il faut qu'on fasse une étude beaucoup plus large encore. Et c'est ce qu'on appelle une étude médico-économique. On va pouvoir apporter au ministère de la Santé des données qui prouvent à la fois que c'est efficace, mais que ça ne coûte pas trop cher. Donc il faut leur montrer qu'on fait du bien aux patients, mais qu'on fait également du bien à la société en faisant ça. Et donc c'est ce qu'on appelle une étude de supériorité qui durera 1 an, qui a comme objectif d'obtenir le remboursement. Et donc cette étude qui va porter sur probablement environ 180 patients démarrera, si tout va bien, à l'automne 2018. Et donc pour se terminer en 2019. Et donc ce qui nous donne comme ligne de mire un remboursement pour 2020. Et 2020, c'est bientôt. Ça sera 2 ans avant les prochaines élections présidentielles. C'est généralement le très bon créneau pour obtenir des pouvoirs publics un remboursement de quelque chose. Voilà. Ça sera ma dernière diapositive ici que je vous montre. Je voulais quand même ne pas oublier mon deuxième bébé. J'ai 2 bébés dans mon activité de recherche. L'un d'eux, le plus jeune d'ailleurs, j'ai commencé par le plus jeune, c'est le pancréas artificiel dont je viens de vous parler. J'ai un autre bébé qui en fait est l'aîné, qui est la thérapie cellulaire, c'est-à-dire comment essayer de traiter le diabète, voire même le guérir, en greffant des cellules qui fabriquent l'insuline. On a des bons résultats avec ces cellules. Ce n'était pas l'objet aujourd'hui de ma conférence, donc j'ai abordé un autre sujet. Mais vous savez que ces cellules, pour l'instant, ont besoin, pour être tolérées, d'avoir un traitement anti-rejet qui les accompagne. On aimerait bien se passer de ce traitement anti-rejet. Pour cela, on espère que l'on pourra un jour soit mettre les cellules dans des petites capsules,
soit utiliser des cellules souches, divers types de cellules souches, ou bien des cellules d'origine animale, porcine par exemple. Et ici, dans cette diapositive, des experts internationaux ont essayé de voir où va l'avenir du traitement du diabète de type 1 dans les 5, 10 et 20 prochaines années. Eh bien, vous pouvez voir que dans cette prospective, le pancréas artificiel se taille la part du lion dans au moins les 10 prochaines années. Et les thérapies cellulaires seront probablement, auront le vent en poupe un peu plus tard, puisque on pense qu'il y a encore beaucoup d'années de mise au point pour qu'elles soient vraiment une réalité pour la majorité des patients, même si aujourd'hui elles peuvent bénéficier à quelques patients dont la situation est très très particulière. Voilà, je conclurai donc en vous disant que les capteurs de glucose sont une technologie qui est désormais tout à fait mûre. Ça a mis 15 ans à maturer, mais désormais, on a des études qui sont très solides pour dire que c'est efficace. C'est efficace sur la satisfaction des patients, sur l'hémoglobine glyquée, sur l'hypoglycémie. Tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien, c'est génial, ça marche bien, les patients en sont contents. C'est désormais remboursé par la sécurité sociale. Et bon, je n'ai pas eu le temps d'aborder la question de l'organisation des soins, de la télémédecine, etc. Mais ça pourrait être l'objet des questions que vous pourriez me poser. Et donc ces capteurs nous permettent de préfigurer un pancréas artificiel dont l'arrivée est tout à fait imminente. Encore une fois, je pense qu'à la fin de 2018, il y aura 1, voire 2 modèles de pancréas artificiel sur le marché français et européen et mondial. Je vous remercie pour votre attention. Je vais reprendre la parole 2 minutes parce que nous n'avons pas simplement invité le professeur Benhamou pour qu'il nous parle du pancréas artificiel, mais nous voulons aussi participer à la recherche puisque nous avons... voilà, parce que c'est pas suffisamment financé. Donc, on a décidé à l'AFD Diabète 2607 de faire un don. On a prévu un chèque de 10 000 € pour la recherche. Merci. Merci beaucoup. Voilà. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, je leur ferai passer le... Bonjour et bravo pour vos recherches en tout cas. Merci. J'aurais 2 questions en fait. La première c'est quelle est la différence entre le pancréas artificiel et la pompe automatique ou semi-automatique, la différence des deux, parce que finalement c'est un peu la même chose à quelque part. Oui. Peut-être qu'il y en a un qui est plus intelligent que l'autre. Et la deuxième question c'était le pancréas en lui-même. À la limite si on le retire complètement et qu'on y met ce pancréas artificiel, est-ce que ça fonctionne aussi ou il a d'autres utilités aussi ce pancréas? D'accord. Très bien. Alors, la pompe à insuline que je vous ai montré au début, qui est reliée à des capteurs qui peuvent couper la pompe en cas d'hypoglycémie, eh bien, on peut considérer que c'est un début de pancréas artificiel, sauf que c'est un pancréas qui ne marche que sur une seule jambe, puisque tout ce qu'il est capable de faire, c'est de détecter quand il y a une hypo, et s'il y a un risque d'hypo, il va s'arrêter. Donc, il empêche les hypos, mais par contre, quand la glycémie monte, cette pompe à insuline ne fait rien. Elle continue à administrer la dose d'insuline qui a été programmée avec le médecin au préalable, mais elle ne va pas réagir. Lorsqu'il y a une hyperglycémie, elle ne va pas réagir. Donc tout ce qu'elle est capable de faire, mais c'est déjà pas mal, c'est de se bloquer en cas d'hypo. Et les pouvoirs publics, ils ont facilement mis ça sur le marché, ils ont autorisé ça facilement parce qu'ils se sont dit, bon, si jamais le système se trompe, finalement, ce n'est pas bien grave de se tromper lorsque la pompe a été arrêtée, parce que de toute façon, au bout de 2 heures, elle va reprendre. Donc, au prix d'une hyperglycémie, ce n'est pas grave. En revanche, mettre sur le marché une pompe qui, d'elle-même, enfin, grâce à l'intelligence artificielle, donnerait un ordre de dose d'insuline, si jamais l'intelligence artificielle n'est pas bonne, eh bien, si on se trompe dans la dose d'insuline, là, les conséquences peuvent être graves, parce que, imaginez, voilà, on va reprendre la comparaison, vous êtes au volant de la voiture, vous faites confiance à votre machine, et puis votre machine va se mettre brusquement à doubler son débit, comme ça, vous savez pas qu'elle le fait, et puis en fait elle s'est trompée, et elle a doublé son débit, et en fait vous vous retrouvez en hypoglycémie alors que vous pensiez être tranquille. Donc il faut des sacrés garde-fous
avant de mettre une machine comme ça sur le marché. C'est pour ça qu'on fait des études. Ça fait 6 ans qu'on travaille dessus. Et donc, ces garde-fous, on pense qu'ils sont suffisamment solides maintenant. Mais je ne veux pas préjuger. Si ça se trouve, le ministère nous dira c'est peut-être qu'il y a eu des accidents ou autres. Pour l'instant, on n'a pas eu d'accident, et heureusement, parce qu'on pense que nos garde-fous sont suffisants. Voilà. Alors maintenant, vous me dites votre deuxième question. Est-ce que ça peut remplacer entièrement le pancréas naturel ? Non. On a mis 5 ans à mettre ça au point. Et la nature, bon Dieu, vous allez savoir, la nature a mis des milliers et des milliers d'années pour mettre au point un vrai pancréas. Et croyez-moi, c'est très très finement régulé. Et vous avez vu sur les courbes que je vous ai montrées, certes, la glycémie a l'air à peu près horizontale, à peu près plate. En fait, elle n'est pas si plate, hein. C'est pas le plat pays. C'est plutôt assez vallonné. Hein. On n'est pas comme en Ardèche, mais je dirais c'est vallonné comme certains contreforts. Voilà, on a une glycémie qui est encore loin d'être aussi bien contrôlée qu'avec la nature. Mais c'est déjà un progrès, et peut-être que ça suffira largement. Peut-être que ça suffira largement à une majorité de patients. Merci pour tout ce que vous avez expliqué. Par rapport aux accidents que vous donniez, les repas ou le sport, pour les pompes, enfin pour ceux qui en ont, les accidents, ça peut être aussi le cathéter qui se bouche, la canule qui se... Oui. Donc est-ce que ça, c'est pris en charge aussi par l'algorithme ? Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que le cathéter dans une pompe à insuline, c'est le tendon d'Achille. Et le tendon d'Achille, on a tous un tendon d'Achille, justement, on en a même 2. Donc ça veut dire que quelque part, cette technologie, c'est pas une technologie absolue, c'est pas l'arme absolue, puisqu'elle peut être prise en défaut par des problèmes de cathéter. Bon, d'ores et déjà, lorsque le cathéter se bouche, il y a les capteurs, il y a des détecteurs dans la pompe qui se rendent compte que la glycémie monte, mais ils ne sont pas toujours efficaces, mais effectivement parce que, à l'heure actuelle, si vous avez une pompe, si cette pompe n'est pas reliée à un capteur, eh bien, il faut que l'obstruction dure depuis suffisamment longtemps pour que la pression monte dans la tubulure et que la pompe se mette en alarme. Mais si cette pompe est reliée avec un capteur, à l'heure actuelle, on peut mettre au point des algorithmes qui disent, dès l'instant où la glycémie monte très brutalement, à telle vitesse, eh bien, au bout de 10 minutes, on peut dire « Ah, il y a peut-être un cathéter qui est en train de se boucher », eh bien, on peut générer une alarme pour dire au patient « Vérifiez votre cathéter parce qu'il y a un souci ». Tout ça, ça repose non plus sur la pompe, mais sur le capteur. Si le capteur de glucose est bien exploité, eh bien, on peut, d'après la pente de la glycémie, générer une alarme pour dire qu'il y a sûrement un problème de cathéter quelque part. Bon, mais vous avez raison de dire qu'il y a des progrès à faire dans le domaine des cathéters, ça c'est clair. C'est le patient qui est habité par cette maladie, qui doit avoir la main mise dessus. Et moi, je sens poindre un risque, mais après, de déresponsabilisation du patient et d'oubli de ce qu'on vit. Alors que ça serait agréable, hein, j'en rêve de l'oublier. Oui. Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Je pense que les patients qui l'ont testé, je vous dis, actuellement, il y a à peu près 60 patients qui l'ont testé en France et dans le monde. Le nombre de patients qui testent des systèmes comme ça, c'est de l'ordre de quelques centaines qui sont en train de les tester dans le monde. Ils ont à peu près tous le même discours en disant qu'ils arrivent, après quelques jours ou quelques semaines d'utilisation, à dire on fait confiance au système. Il n'est pas parfait, mais on fait confiance, et cette confiance, ça se traduit par une plus grande sérénité. On se repose enfin sur le système. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se dire en permanence où est-ce que va ma glycémie en ce moment, où est-ce qu'elle est, est-ce qu'elle est trop haute, est-ce qu'elle est trop basse. Non, on a quelque part un ange gardien, c'est l'ordinateur, qui la règle pour soi. Et ça, c'est très très bien. Mais c'est vrai que cet ange gardien, il n'est pas infaillible. Il n'est pas infaillible, puisqu'il peut y avoir effectivement des problèmes de cathéter ou autres. Et donc, il n'est pas infaillible, ce qui veut dire qu'il faut garder en tête que l'éducation, la formation du patient est essentielle.
C'est un peu comme quand on passe le permis de conduire aujourd'hui. Enfin, les plus vieux dont je fais partie d'entre nous, quand nous on passait le permis de conduire, il fallait savoir conduire la voiture. Aujourd'hui, quand mes enfants ont passé le permis de conduire, on leur dit qu'il faut savoir ouvrir le capot et aller vérifier, montrer où est la jauge d'huile et avoir un minimum de connaissance de comment marche le moteur. Bien pour le pancréas artificiel, c'est pareil. Il faut que le patient soit en mesure de faire fonctionner son bon sens, et s'il y a un souci, c'est une machine, et toute machine peut être prise en défaut. Donc s'il y a un souci, eh bien, il faut pouvoir intervenir. C'est comme quand la capsule Apollo 13 est tombée en panne un an sur la Lune. Eh bien, les astronautes, ils ont pris en main le système et ils ont ramené la capsule sur la Terre parce qu'ils savaient, ils n'ont pas fait confiance entièrement à l'ordinateur, ils se sont débrouillés eux-mêmes. Pour le pancréas artificiel, dans sa première génération, ça sera ça. Je pense qu'il faudra que les patients soient quand même capables de parer à l'éventualité d'un dysfonctionnement. Et donc pour ça, il faut qu'ils comprennent comment ça marche. Voilà. Mais quelque part, on espère que les dysfonctionnements, ils seront de moins en moins fréquents et de plus en plus exceptionnels. C'est tout nouveau, hein, ce qu'on est en train d'observer actuellement, c'est tout nouveau. Et beaucoup de patients eux-mêmes nous disent c'est génial, votre système il est génial, il est révolutionnaire, ça va nous changer la vie. Et en même temps, ils nous disent mais peut-être qu'il ne pourra pas profiter à tout le monde, parce qu'il est encore un peu compliqué et il nécessite une formation et une vigilance quand même. Et on est conscient de ça. Donc lorsqu'on a, ce que je n'ai pas dit parce qu'on pourrait rester des heures, c'est quand on a conçu par exemple l'interface, enfin le smartphone, l'écran du smartphone, le menu, eh bien ce n'est pas des ingénieurs et des médecins dans leur bulle qui l'ont conçu, on l'a fait avec des patients. C'est-à-dire on s'est assis autour d'une table, on les a interrogés, on leur demandait qu'est-ce que vous voudriez qu'on affiche sur l'écran, de quelles informations vous avez besoin au quotidien, qu'est-ce qui vous aiderait comme affichage. Et cet affichage, on le fait évoluer d'ailleurs après les premiers jours, les premières semaines. On a également modifié. Il y a des patients qui nous disaient, je reviens simplement, quand je prends le téléphone, avoir la glycémie, avec un rond de couleur, c'est vert quand c'est bon, c'est orange quand c'est pas bon, c'est rouge quand c'est très élevé. Voilà. Donc on a pris en compte ce genre de c'est même pas des détails, c'est important parce que ça améliore le confort, la qualité de vie au quotidien. Donc on a pris en compte ça. Et à terme, je pense que les pancréas artificiels, même si les premières générations, on va les confier prudemment à des patients qui sont très à l'aise avec ces technologies. À terme, j'espère que les générations de pancréas artificiels ultérieures pourront profiter à 99% des patients. Donc il faudra qu'ils soient les plus... Est-ce que j'aime bien faire les comparaisons automobiles? Comparaison automobile. Oui, quand vous conduisez une voiture, c'est peut-être plus facile. Une voiture avec les vitesses, c'est un peu plus compliqué qu'une voiture automatique. Hein. Les Américains, ils ont une voiture automatique, on met drive et puis voilà. Et nous, on apprend avec les vitesses. C'est comme ça que ça se passe. Mais pour l'instant, on a encore un système avec les vitesses. Peut-être qu'un jour, on aura une voiture entièrement automatique. Et là, ça sera plus facile. Eux, là-bas, ils ont le permis à 16 ans. Nous, on a 18 ans. Voilà. Et on va faire effectivement des études. Pour l'instant, on a fait des études chez des patients, je dirais, standards. Patients, je dirais, pas trop compliqués. L'étude ultérieure, ça sera chez les enfants. On sait que chez les enfants, un enfant, ça bouge, ça goûte, ça court dans tous les sens. Voilà, le cathéter peut s'arracher, effectivement. Donc, ça va être une étape assez cruciale, l'étude pédiatrique. Je ne vous ai pas parlé d'une étude qu'on a prévu de faire chez des patients qui sont réputés avoir un diabète très, très instable. Donc, quand c'est un diabète vous savez, c'est un diabète qui va vraiment dans tous les sens. Et là, on va voir si les algorithmes mathématiques sont suffisamment fins pour voir la logique qu'il y a dedans. Parce que sur le papier, quand c'est très instable, c'est chaotique. Donc est-ce que dans le chaos, on arrive à avoir une logique qui nous permet de prédire la glycémie et donc de trouver la bonne dose? Donc ça, c'est une étude qui est également dans les starting blocks, qui va se faire là au tout début de l'année prochaine. Et puis vous avez fait fort justement allusion au problème des cathéters. Je vais parler des repas, des perturbations, l'alimentation, l'activité physique. Il y a une troisième grande perturbation, c'est le stress. Et le stress, c'est pas le stress, avant d'aller à Disneyland avec les montagnes russes, parce que voilà, c'est le stress
existentiel, quoi. C'est le grand stress, c'est l'angoisse. On sait que ça fait monter beaucoup la glycémie. Eh bien, ça va vous faire sourire, mais on essaye actuellement de mesurer ce stress. On essaye de trouver des moyens de le mesurer automatiquement. Et de le mesurer, qui dit le mesurer, veut dire qu'on pourra donner cette information au système et après trouver le réglage, le curseur qui nous permettra d'augmenter la dose, parce que généralement quand on est stressé on a besoin de plus d'insuline, et bien d'augmenter la dose jusqu'à ce que le niveau de stress diminue. Mais ça, vous voyez que ces implications, ça va très très loin, parce qu'on est parti au départ du diabète, puis après on est arrivé à comment modéliser l'activité physique, le sport. Donc c'est déjà un autre domaine, on arrive dans le domaine du sport. Et puis maintenant, on arrive dans le domaine de la psychologie. Et voilà, c'est comment est-ce qu'on arrive à... Il faut qu'on tienne compte de ce qui se passe dans notre tête pour agir sur le pancréas. Et ça rejoint d'ailleurs votre question, quand je vous disais le pancréas, le pancréas intérieur, il intègre tout ça, parce qu'il est relié par des filets nerveux au cerveau, et donc il est capable de savoir le stress. Donc il faut qu'on arrive à trouver tout ça. Le 21e siècle, ce sera le siècle de la neurobiologie, de comprendre comment les interrelations entre notre cerveau et le reste de notre corps. C'est un des enjeux majeurs. J'espère que je serai encore là pour comprendre, pour savoir ce qui va se passer à l'arrivée. On verra. On connaît l'origine du diabète depuis à peine 1922. Hein, c'est l'année de la découverte de l'insuline, 1922. On est en 2017, ce qui veut dire que dans 5 ans, on va célébrer le centenaire de la découverte de l'insuline. C'est rien 100 ans. C'est rien 100 ans. C'est à la fois énorme pour ceux d'entre vous et ceux d'entre nous qui ont eu du diabète et qui nous disent, qui sont impatients de nous dire mais quand est-ce que vous allez enfin nous trouver la guérison. Mais d'un autre côté, 100 ans, c'était hier. Hein. Il y a des patients des gens en 1922 qui étaient là en 1922. Et voilà. Je voulais juste savoir, toutes ces études-là, elles sont menées mondialement, ou bien nous, on est au summum en France, ou les États-Unis sont peut-être plus en avance que nous? Comment on se positionne dans tout ça? C'est des études qui sont menées, ça fait à peu près 10 ans que ça a commencé, dans les années 2007. La première publication qui montrait qu'un jour on aurait un pancréas artificiel opérationnel, elle est sortie en 2007, ça fait 10 ans à peine. Il y a à peu près 5 ou 6 groupes dans le monde qui y travaillent. Ces groupes, ils sont basés dans les pays suivants. Ils sont effectivement aux États-Unis avec Boston, Virginie, Santa Barbara, c'est les 3 grands groupes américains, et Montréal. Ils sont basés dans le reste du monde, en Israël à Tel Aviv, en Australie, et en Europe, ils sont basés en Angleterre à Cambridge. C'est une ville d'ailleurs où j'ai la chance de passer 2 mois pour me former en 2012, c'était au tout début de mon activité là-bas, et à Cambridge, et en France. Et la différence entre notre groupe Diabeloop et le reste, c'est qu'on a commencé plus tard par rapport aux autres. Les autres avaient commencé en 2007, donc nous on a commencé avec 5 ans de retard, mais en 5 ans, on est arrivé au même niveau. On les a rattrapés. Pourquoi est-ce qu'on les a rattrapés? Parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'eux. Je le sais, puisque ayant travaillé à Cambridge, je sais comment ça s'est passé. À Cambridge, ils sont, dans le meilleur des cas, ils sont 3 ingénieurs. 3 ingénieurs. Et la plupart des études qu'ils ont réalisées à Cambridge, ils les ont réalisées sur place. Et Cambridge, c'est petit. C'est petit. Nous, actuellement, on a 18 ingénieurs. Et on a l'équivalent de 12 CHU. Donc 12 CHU, ça veut dire que pour lever une étude avec 60 patients, eh bien, en une semaine, les 60 patients, on les avait trouvés. Je pense que si effectivement je vous téléphone demain en disant écoutez, j'ai un pancréas artificiel à tester, je vais vous équiper d'une petite pompe, d'un capteur et d'un smartphone, est-ce que vous voulez participer à cette étude? Je n'ai pas besoin de vous expliquer ça pendant 107 ans. En 5 minutes, vous signez en disant j'y vais, je fonce. Voilà. Donc c'est la grande différence, on a pu rattraper notre retard très très vite. Et maintenant je pense même qu'on est en avance, puisque je vous ai dit, la mise sur le marché, c'est pour nous notre objectif dès le début. Lorsqu'on a commencé le projet, c'était avec un objectif d'être mis sur le marché. Alors que nos concurrents, lorsqu'ils ont commencé, c'était purement scientifique, faire une étude scientifique. Or, on peut avoir un excellent produit scientifiquement, mais nul sur le plan de l'autorisation de la mise sur le marché, parce que les réglementations pour avoir un marquage CE, il faut répondre à un cahier des charges. Ceux d'entre vous qui sont dans l'industrie, ils savent que c'est pas très très simple d'obtenir une autorisation de vendre un produit, alors que publier dans une revue scientifique, on peut publier ce qu'on veut. Mais le mettre sur le marché, c'est autre chose. Est-ce que vous avez déjà fait des études
sur les femmes enceintes et les enfants qui vont naître. Alors, étude sur les femmes enceintes, justement, enfin, nous personnellement, on l'a pas fait, hein, on l'a pas fait parce que on n'a pas le temps, pour l'instant, on n'a pas eu le temps de le faire, mais l'équipe de Cambridge dont je vous parlais justement, dans laquelle j'ai eu la chance de travailler il y a 5 ans, il y a là-bas une diabétologue qui s'appelle Hélène Murphy, qui d'ailleurs, il y a 20 ans de ça, ou 25 ans, avait d'ailleurs vécu à Grenoble pendant 1 an, elle avait fait un an d'études à Grenoble, c'est rigolo ça. Et elle est spécialiste du diabète de la femme enceinte, et elle a étudié l'impact du pancréas artificiel qu'elle a testé chez des femmes enceintes. Et en 2 mots, ça marche. En 3 mots, ça marche bien. Et en 4 mots, ça marche très bien. Voilà. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Ah, c'est clair que quand vous avez commencé vos études de médecine, effectivement, la grossesse, lorsqu'on avait un diabète, c'était pas recommandé même. C'était pas recommandé, hein, mais aujourd'hui, enfin moi j'ai eu la chance de suivre un certain nombre de jeunes femmes qui ont eu 1, 2, 3 ou 4 enfants avec un diabète de type 1, et ça s'est toujours bien passé. Donc aujourd'hui c'est une grande satisfaction. C'est même, je pense, une des plus grandes satisfactions professionnelles qu'on ait, c'est d'accompagner des femmes diabétiques de type 1. Ouais. Et donc ça fait partie, effectivement, vous avez raison de souligner le fait que ça peut être effectivement un domaine d'application très rapide d'un pancréas artificiel, c'est l'accompagnement de la grossesse dès le début, le plus tôt possible. Ouais. Merci. Donc je vais donner la parole à Madame Faure, qui est représentante de la mairie de La Voulte. Merci. Je vais remercier vous tous d'être venus et puis d'avoir posé vraiment des questions aussi intéressantes sur la conférence. Je vais aussi remercier France Diabète Ardèche pour le chèque. C'est formidable ce que vous venez de faire, de remettre ce chèque pour la recherche. Il y a très peu d'associations qui se mobilisent, je pense, quand même pour le faire. Moi, j'ai retenu quelque chose d'essentiel. On va bientôt pouvoir aller manger au resto et manger tout ce qu'on veut. Ça va être génial bientôt, si j'ai bien compris. Et après, on n'aura plus de problème pour gérer le diabète derrière. Bon, trêve de plaisanterie, on n'y est pas encore. Mais c'est vrai qu'on y vient. Ah, mais ouais. Je pense qu'on va être tous ravis bientôt. Hein, Et puis, surtout l'entourage. Parce que le diabète aussi, j'ai pu remarquer que si nous, on arrive à gérer dans la tempête, ce qui est très compliqué, c'est de faire comprendre... Et là, il y a du progrès. L'entourage, pourquoi on agit de cette manière-là. Je pense que tout le monde a eu ce problème-là. J'ai encore eu ce problème à midi pour expliquer à la personne qui était en face de moi que non, je n'allais pas manger de gâteau et que non, je ne prendrais pas du tiramisu. Bon, alors, effectivement, vous êtes obligé de leur expliquer pourquoi. Mais bon, toujours obligé de se justifier, c'est un petit peu gênant. Mais effectivement, il faut du temps pour s'adapter à un diabète. Il faut du temps pour comprendre. Et ça, je pense qu'avec Lydia Lescaut, qui est ici représentante de la Voulte sur le contrat local de santé et l'ordonnance visuelle, on a bien cerné qu'on avait des publics très très différents et que pour ce pancréas artificiel, ça ne va pas être très simple pour certaines personnes à aborder le sujet. Par rapport à des publics un petit peu particuliers, des enfants ou des publics qui ont peut-être du mal à intégrer ne serait-ce que la notion de notre langue ou des personnes un petit peu qui auront des déficiences. Donc je reprends un petit peu ce qu'on fait sur l'ordonnance visuelle, j'en suis désolée. Mais effectivement, on en a parlé là, pendant que vous parliez, c'était très intéressant finalement de raccrocher à ce qu'on est en train de faire sur la commune de La Voulte. Donc voilà, on arrive à trouver des ponts pour travailler tout ça. Donc merci à vous, Monsieur Benamou, pour cette conférence qui m'a beaucoup appris sur le pancréas artificiel. J'en suis pas encore à la pompe, mais je pense que dans les années à venir, ça sera très intéressant. Peut-être qu'en 2020, j'aurai bénéficierai aussi de ces nouvelles technologies. Et merci à vous tous d'être venus. Donc rassemblons-nous autour du verre de l'amitié. Merci beaucoup pour ces paroles et merci pour votre soutien. C'est très grande générosité de votre part. Vous avez une association qui a été très, très efficace.